Christophe, Oui, Christophe, oui, dis-moi. fais attention, À fais quoi? attention. À quoi tu dois faire attention? Il y Eh a bien, tellement de choses que je ne sais pas de quoi tu vas me parler, mais ouais, eh bien, Christophe, il faut vraiment faire attention parce que nous sommes filmés. ah oui, ça c'est important de le rappeler avec la RGPD, de savoir Voilà. que, nous Alors, sommes, mais nous, présentateurs et conférenciers et intervenants, on est nous filmés. sommes filmés. Mais c'est Et pour la bonne alors, cause. oui, c'est pour la bonne cause. C'est même pour la prévention de nos risques, Ah, puisque là, oui, il y a Florian qui va intervenir sur un absolument. sujet. Alors, tu vas voir que, alors je ne sais pas si tu as lu le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Non, j'ai pas fait Moi, je cet l'ai lu. exercice. Alors, moi, je l'ai lu il y a longtemps. Tu me diras, je t'ai donné le titre hier. Tu ne pouvais pas le lire en une nuit, hein, donc voilà. C'était un Mais peu juste. c'était un peu juste. Ceci dit, dans ce livre, Le meilleur des mondes, on parle, alors voilà, il nous parle de quoi? D'un monde où il y a des caméras dans les villes, par exemple, Ou où tout le monde est filmé. Hein, donc ou voilà, Big où il y Brother, tu es a, en train de nous parler là. c'est ça, où il y a Big Brother qui finalement écoute toutes nos conversations, qui filme toutes nos activités. Alors, j'aurais tendance à dire, sans vouloir nous faire peur, parce que là, dans ce cadre-là, dans le cadre de Florian, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, c'est au contraire, c'est une intelligence artificielle qui est plutôt prévenante, Ah, bienveillante. c'est une Ben bonne oui, bien chose. sûr. Mais oui, Moi, c'est pas une intelligence artificielle pour nous espionner. C'est une te intelligence. connaissant, j'aurais été très surpris quand même que tu nous proposes ça dans le cadre de la prévention. Mais, Voilà. Eh là, bien tu es en non. train de me mettre l'eau à la bouche parce que du coup, moi, je ne connais pas du tout Florian et je ne connais pas son produit, donc je vais être comme tous Ah non, mais nos là, tu vas voir. participants. Alors, Florian, en fait, c'est le cofondateur avec Benoît Grosso. On met J'espère la bien. vidéosurveillance. On met la vidéosurveillance et l'intelligence artificielle au service de la prévention des risques. Alors, avant ça, évidemment, et c'est important, c'est peut-être justement de nous ouvrir un petit peu l'esprit en nous expliquant ce que c'est. Parce que, alors, Florian, je vais te rendre la parole pour que tu puisses parler et te présenter, et puis ensuite engager ta présentation. Florian va nous parler d'intelligence artificielle et il va nous faire une petite rétrospective sur le sujet parce que nous, les préventeurs, QHSE, etc., on n'est quand même pas des fans d'informatique. Donc du coup, pour reprendre un petit peu sur les différents constats, c'est le premier constat, c'est qu'il y a dans le monde de la prévention, il n'y a pas ou peu de procédures qui sont suffisamment digitalisées. Donc on a la partie digitalisation des procédures, mais qui va être sur la partie notamment tout ce qui va être déclaration après coup, mais surtout ce qui va être préparation de réunion, mise en commun des informations. Il n'y a pas suffisamment de procédures qui soient digitalisées et ça a notamment un impact qui va être le recensement des presque accidents. Quand on vient recenser un presque accident, entre le moment où la situation à risque vient de se produire et le moment où le préventeur ou le responsable est au courant, il y a une perte d'information entre les deux qui est monumentale. Et donc, du coup, ça cause forcément de la perte de données et forcément des analyses qui sont un peu biaisées derrière. Et on n'arrive pas forcément à sortir les bonnes analyses, les bons résultats, et donc à optimiser tout ce qui doit être optimisé derrière. Donc, comme le disait Isabelle, avant de parler de prévention, on va parler un petit peu intelligence artificielle. Donc, un peu d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, c'est pas récent. On en parle depuis très peu, mais le premier algorithme d'intelligence artificielle, il est né dans les années 50. C'était l'équivalent de ce qu'on appelle les systèmes experts, donc avec uniquement l'humain qui est au centre de l'expertise et de l'algorithmique. Et après, il y a eu l'apprentissage machine, donc plus connu sous le nom de machine learning, on entend beaucoup parler avec le terme anglais. Et ensuite, depuis 2010 seulement, est arrivé l'apprentissage profond, ou ce qu'on appelle le deep learning, qui est là un algorithme réellement intelligent. Donc, si on rentre un petit peu rapidement dans les détails, l'intelligence artificielle, pour prendre un exemple hyper simple, ça va être une expertise humaine. Si par exemple on dit il fait moins de 50 degrés et le taux d'humidité est de 30%, alors il va y avoir de l'orage, ou alors il va se mettre à pleuvoir, ou alors il va y avoir il va faire beau. Et donc ça, on est sur du système expert à 100%, donc c'est l'humain qui définit toutes les conditions qu'il faut mettre en place pour pouvoir obtenir un résultat.
Le souci de ça, c'est que si jamais il y a la moindre petite variation, on n'arrive pas à donner un résultat qui soit le plus proche de la réalité. Donc, c'est de ça qu'est né le machine learning, où on va chercher à approximer, à ajouter une méthode un peu statistique pour pouvoir prendre en compte les variations et tout ce qui va être historique dans le résultat qu'on va donner. Donc, l'objectif est de pouvoir imiter le comportement humain tout en approximant et en faisant varier un petit peu le résultat en fonction de l'historique. Et ensuite, depuis 2010, il y a la partie deep learning qui est née. Le plus gros problème du machine learning, c'est que c'est à l'humain de dire, de donner à la machine toutes les informations qui lui semblent pertinentes. Le problème, c'est que on peut arriver à se tromper, on peut arriver à lui donner des données que nous on pense pertinentes et qui sont pas forcément pertinentes pour lui. Et donc du coup, le gros avantage du deep learning, ça va être de déléguer l'ensemble de ces tâches-là à la machine pour justement s'inspirer et imiter le comportement du cerveau humain. Et donc de pouvoir extraire toutes les données qui lui semblent pertinentes lui-même. Donc il existe différents cas d'usage, notamment dans la partie deep learning, il existe le cas d'usage qu'on appelle le computer vision, qui va être la vision par ordinateur, ou autrement dit le traitement automatique de l'image. Il en existe dans plein de domaines. On en entend beaucoup parler. Donc par exemple, si on prend le secteur automobile, tout le monde connaît Tesla. Quand on prend une voiture Tesla, si jamais on vient à extraire ce que la voiture voit en conduite autonome, c'est exactement du deep learning. On va chercher les piétons, on va chercher les trottoirs, on va chercher les bandes blanches et on va arriver à piloter la voiture comme ça. On a depuis très récemment aussi dans le retail tout ce qui est supermarché autonome où il n'y a plus besoin de passer à la caisse quand on veut sortir. C'est des caméras qui sont capables de savoir ce qu'on a pris dans les rayons et de connaître le juste prix pour nous facturer ensuite directement. Il en existe aussi dans le secteur de la médecine, de la mobilité ou de l'industrie, avec de la maintenance prédictive notamment. Mais en plus de tous ces secteurs-là, il existe forcément des cas d'usage en prévention. Celui qu'on entend beaucoup parler, ça va être pour tout ce qui va être risque de TMS, notamment avec l'analyse de la posture. On va être capable de pouvoir analyser la posture d'une personne via des caméras pour dire attention, sur son poste de travail là, il y a potentiellement un risque puisque la personne est trop courbée, il y a trop d'efforts sur ses différents muscles et donc du coup de pouvoir optimiser le poste de travail et de prendre les actions qui soient les plus optimales pour justement corriger cette position à risque. Donc, si on prend la journée type d'un collaborateur qui travaille dans une usine, la première chose qu'il fait quand il arrive, c'est qu'il va s'équiper, il va mettre ses équipements de protection, donc ça peut être son casque, son gilet haute visibilité, et puis maintenant, du coup, vu qu'on commence à prendre l'habitude, son masque, du coup, forcément, parce que ça fait partie des objets du quotidien. Après plusieurs heures du travail, forcément, il y a une certaine fatigue qui se fait ressentir. Il est forcément moins attentif, il perd un peu sa vigilance. Et pour une raison ou pour une autre, il va enlever un de ses équipements ou plusieurs et il va oublier de les remettre. Et si c'est un moment où il doit il doit aller dans un entrepôt pour faire un inventaire, il oublie de les remettre, il va traverser la moitié de l'usine pour aller dans cet entrepôt-là. Et avec des équipements en moins, il peut se confronter à un certain nombre de situations à risque sur le chemin. Et bien si sur ce chemin-là, on vient à utiliser les différentes caméras de vidéosurveillance pour justement ajouter des modèles de computer vision comme le fait Tesla, on pourrait notifier à cette personne-là le fait qu'il a oublié ses équipements pour lui dire attention, tu passes dans une situation à risque avec un de tes équipements en moins, il faut que tu fasses attention, ça peut être une situation à risque potentielle. Donc là, on avait un des cas d'usage possibles de l'IA en termes de prévention des risques, mais il en existe plein. Il en existe notamment les 6 qu'on peut voir ici. Il en existe plein d'autres. Juste avant, il y avait les risques d'incendie. On peut potentiellement arriver à détecter des risques d'incendie en ajoutant de l'IA à la prévention et on peut faire de la gestion de produits chimiques également. On peut évoquer plein de cas d'usage différents. Sur cette slide-là, il y a des cas d'usage sur la bonne utilisation des outils. La bonne utilisation des outils, ça va être notamment de pouvoir dire attention, il y a un collaborateur qui utilise un outil de façon non conforme. Donc, par exemple, d'utiliser un échelle comme moyen de travail, qui n'est pas un moyen qui n'est pas réglementaire.
Par exemple, on peut voir l'empilage des cartons, qui est potentiellement une situation à risque, et donc de dire s'il y a des cartons qui sont pas empilés de façon correcte dans un entrepôt, de dire il y a un risque que les cartons chutent sur un collaborateur qui pourrait se trouver en dessous, mais donc aussi également les barils, les encombrements de sorties ou de voies piétonnes ou de chemins de passage ou les escaliers, les chemins les plus empruntés par les collaborateurs au fil de la journée. Donc, quand on intègre l'intelligence artificielle dans une caméra, on peut retrouver différents avantages. Le premier avantage, comme les différents constats que j'évoquais tout au début, ça va être notamment de pouvoir faciliter le recensement des presque accidents et donc du coup d'obtenir plus de précision, plus d'informations, plus de clarté dans les presque accidents qui seront remontés. Et forcément, le nerf de la guerre, c'est que plus on a d'informations, plus on a de données, plus on arrive à sortir une analyse qui soit au plus proche de la réalité et qui soit la meilleure possible pour les différentes actions qu'on va avoir besoin d'effectuer derrière. Euh, ça va aussi permettre d'avoir l'info plus rapidement pour les données de pilotage. Et donc, du coup, selon un des principes fondamentaux de la prévention, ça va permettre d'agir plus rapidement et surtout d'agir à la source du problème, puisque forcément, on saura dans quelle zone telle situation à risque a été détectée. Et ça va nous permettre d'agir directement sur ces situations à risque-là de façon la plus précise possible et en connaissance de cause. Mais ça va aussi permettre forcément d'avoir un regard extérieur. Alors, par regard extérieur, j'entends le fait de pouvoir donner des informations à force de voir certaines situations, certaines informations, on a tendance vraiment à plus les voir. On passe 10, 15 fois par jour devant la même situation et on va la remonter une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la quatrième, cinquième, sixième, septième fois, on va plus la remonter, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de la remonter, c'est parce qu'à force, on la voit plus. On n'arrive plus du tout à la voir, on n'arrive plus à avoir un regard extérieur et on est un petit peu dans, euh, dans, dans l'habitude de dire un peu toujours la même chose. Et donc, le fait de voir la situation à travers l'optique d'une caméra, ça va permettre d'avoir un regard extérieur et qui va nous permettre de se poser des bonnes questions au bon moment. Et donc, dans ces différents avantages qu'on a pu citer, à aucun moment, la machine est capable de faire un jugement, une identification. Et donc, il y a une confidentialité totale des informations et notamment la donnée qu'on va réussir à traiter derrière, c'est vraiment une donnée informative qui va être capable de donner une info sur la situation en tant que telle et non sur l'environnement qui peut l'entourer. Et donc, du coup, si jamais, en plus de l'intelligence artificielle associée à une caméra, on venait ajouter un outil qu'on connaît beaucoup qui s'appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective couplée à l'intelligence artificielle, donc ça fait beaucoup d'intelligence en tout, mais si jamais on couple un petit peu tout ça, on arrive à obtenir vraiment un outil qui soit suffisamment puissant pour arriver à faire de la prévention l'affaire de chacun, vraiment un objectif commun qui va permettre d'adapter les plans de prévention, qui va permettre d'impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur dans toutes les décisions et qui va permettre notamment de les impliquer en leur faisant remonter des risques, en leur faisant participer. Et tout le monde sait qu'un collaborateur qui est impliqué, qui se sent utile, il est beaucoup plus responsable pour sa sécurité et pour celle de ses collègues. Et donc, du coup, c'est là toute la puissance de l'intelligence collective. Et donc, du coup, c'est de tous ces constats, de toutes ces informations qu'est né ISAR. Alors, l'objectif d'ISAR, c'est de faire de vos caméras votre allié en prévention des risques. Donc, comme le disait Isabelle si bien dans l'introduction, notre objectif, c'est pas de faire du flicage, c'est pas de faire de la surveillance, c'est vraiment d'utiliser les caméras en allié en prévention des risques et de pouvoir vraiment détecter les potentielles situations à risque. Donc, concrètement, comment ça marche? Donc, on l'a un petit peu évoqué tout au long de cette présentation.
mais on voit mieux ici. Donc concrètement, notre assistant digital, la première chose qu'il va faire, c'est apprendre de l'expertise du préventeur. Donc on a un modèle certes qui peut être intelligent, mais l'expertise du préventeur, c'est son expertise, c'est son habitude, c'est ses méthodes de travail. Donc il va réellement apprendre de son expertise pour configurer le système. La deuxième étape, ça va être l'installation d'un boîtier qui nous permet de récupérer la vidéo de façon totalement sécurisée, sans influer sans avoir d'influence sur les autres usages de la vidéo qui peuvent être faits. Ça peut être de la vidéosurveillance, de la télésurveillance, du gardiennage. Et après quelques jours d'analyse, on va être capable de commencer à fournir des alertes et des notifications. Donc, si par exemple, si on reprend le cas de la journée type du collaborateur, ça va être notamment de pouvoir lui dire, attention, tu n'as pas ton casque ou tu n'as pas ton gilet de visibilité. Et pour faire ça, on peut le faire soit via un écran qui serait présent sur son trajet et lui dire, attention, tu n'as pas ton casque, c'est une situation à risque, il faut que tu le mettes. On peut également le faire par SMS, par mail. On peut lui envoyer un email ou un SMS pour lui dire, attention, tu es passé dans le bâtiment numéro 4, qui est un bâtiment en travaux, tu t'es mis dans une situation à risque. Quand tu vas faire le chemin inverse, pense à mettre ton casque ou ton gilet. Et une fois qu'on a notifié, on va stocker la donnée informative pour le préventeur, pour faire ses rapports, pour préparer ses réunions, pour faire toutes les données de pilotage pour lesquelles il pourrait utiliser l'information. Donc notre assistant digital, il se tourne autour de trois briques majeures. La première brique, c'est la brique de détection. Donc forcément, c'est la brique où on intègre l'intelligence artificielle pour la détection. C'est une solution qui est quasi plug and play, puisqu'on installe le boîtier, on intègre toute l'expertise du préventeur et on a une solution qui est quasiment prête à fonctionner juste derrière. Et ensuite, une fois qu'on a remonté une situation à risque, dans cette brique-là, on est capable de pouvoir déléguer les tâches. Donc, ce que j'entends par déléguer les tâches, ça va être notamment de pouvoir attribuer à chaque alerte une action corrective, de pouvoir la suivre, de pouvoir la traquer, de pouvoir suivre son état d'évolution et donc de pouvoir vraiment avoir un suivi derrière pour agir sur chaque action et de pouvoir vraiment avoir une base de données, une base de connaissances réelles sur ce qui s'est passé, à quel moment et qui a pris en charge telle action. La deuxième brique, ça va être la brique de pilotage avec un tableau de bord temps réel qui va permettre d'avoir des indicateurs très précis, que ce soit par équipe, en fonction de vos horaires de travail. Ça peut être du 1.8, du 2.8, du 3.8, du 4.8, du 5.8 ou autre. On va être capable vraiment de vous donner des données les plus précises possibles. On va être également capable de vous proposer des axes d'amélioration en fonction de l'évolution des différentes statistiques. On va être capable de vous donner des axes d'amélioration par rapport à l'expertise que vous aurez rentrée et à vos habitudes de travail. Et ensuite, vous pourrez mettre des objectifs à atteindre que ce soit par mois, par jour, par semaine, par trimestre, par année, par semestre, enfin, en fonction de vos habitudes. Et la dernière brique, ça va être la brique d'intelligence collective, puisque forcément, je l'ai évoqué juste avant, il fallait forcément qu'on l'intègre à l'intérieur, avec notamment une application mobile qui va permettre à n'importe quel collaborateur, via son smartphone en 2 minutes, de remonter une situation à risque. Donc, si par exemple, il passe dans un entrepôt et l'entrepôt n'est pas couvert par une caméra, il prend son téléphone, il prend une photo, il remonte une situation à risque et ça a exactement le même fonctionnement qu'une détection automatique. Donc, on pourra faire une délégation de tâches, on pourra faire une alerte sur un écran, sur un SMS, sur un email ou autre. Et donc, du coup, obtenir vraiment le même cheminement de façon manuelle, ce qui va permettre encore toujours plus d'impliquer le collaborateur dans la politique sécurité de son entreprise. Donc, du coup, si on reprend un petit peu les différents avantages en utilisant notre caméra et notre système de vidéosurveillance à des fins de prévention des risques, bah, la première, ça va être d'obtenir plus d'infos et plus précises sur les presque accidents et surtout de pouvoir tous les recenser ou d'en recenser beaucoup plus. Donc, du coup, d'avoir une quantité de données beaucoup plus importante. Ça va être de pouvoir créer une base de données, une base de connaissances qui soit enrichie, donc à la fois par l'intelligence artificielle, mais à la fois par l'intelligence collective, et donc du coup de pouvoir avoir toujours plus de données qui peuvent vraiment être utiles pour tout ce qui va être audit derrière. Ça va être pour le préventeur notamment de faciliter et d'accélérer la préparation de ses rapports, notamment pour ses quarts d'heure sécurité. Il va pouvoir en 2 clics imprimer un rapport de la situation pendant qu'il n'était pas là, que ce soit pendant la nuit, pendant la journée d'hier, pendant une journée où il était en réunion, pendant une journée où il était en déplacement ou en audit.
il va pouvoir connaître exactement la situation et ce qui s'est passé. Et le dernier, c'est qu'en utilisant toutes ces données et toutes ces bases de connaissances, on va pouvoir optimiser les différents documents. Donc, du coup, on va pouvoir digitaliser un certain nombre de documents, que ce soit les plans de prévention, le document unique ou tout autre document interne à l'entreprise qui pourrait être digitalisé et sur lesquels on pourrait extraire des données. Donc, pour récapituler un petit peu le fonctionnement, je vous propose une vidéo qui doit durer 2 minutes. Elle doit durer 2 minutes et elle explique un petit peu le fonctionnement du système de façon très ludique pour arriver à comprendre de façon plus précise comment ça fonctionne. Consciemment ou non, vous êtes quotidiennement confronté à des risques d'accident. Par exemple sur la route, chez vous, à la maison, ou dans un lieu public comme un supermarché. Mais malheureusement, cela peut également vous arriver sur votre lieu de travail. Pour éviter au maximum de vous exposer à ces risques, votre société a mis en place des procédures comme le document unique ou un plan de prévention. Si elles peuvent parfois sembler contraignantes, ces actions de prévention ont pour seul but de vous protéger quotidiennement des risques inhérents à vos tâches professionnelles. Ainsi, le fait de porter un gilet réfléchissant peut éviter une collision avec un véhicule. Le port d'un casque de sécurité limitera l'impact d'un choc à la tête. Par ailleurs, l'utilisation d'un échafaudage plutôt que d'une échelle pourra prévenir de certains risques de chute. C'est pour limiter au maximum votre exposition à tous ces risques visibles que nous avons inventé l'assistant digital de prévention ISAR. Notre objectif est en effet de participer aux démarches entreprises par votre organisation pour vous protéger au quotidien. Nous souhaitons vous informer lorsque vous êtes dans une situation délicate ou dangereuse pour que vous puissiez réagir dans les meilleurs délais. L'assistant digital ISAR utilise le système de vidéosurveillance de votre entreprise et analyse le flux pour détecter les situations dangereuses. Si notre intelligence artificielle détecte une situation pouvant représenter un danger pour vous ou pour vos collègues, elle va, en fonction de la gravité du risque, alerter votre organisation pour permettre de mener une action corrective. Les situations dangereuses sont ensuite conservées dans le système pour que votre responsable de la prévention puisse organiser des plans d'amélioration ou de formation sécurité, réduisant ainsi les risques d'accidentalité et améliorant de fait votre qualité de vie au travail. Notre assistant digital de prévention ISAR est construit pour gérer les données personnelles conformément aux normes européennes RGPD et selon les recommandations de la CNIL. Si vous souhaitez en savoir plus et comprendre de quelle manière nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de prévention au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire disponible sur notre site internet. Oui, il y a certaines questions qui sont passées dans le chat et qui sont reparties en questions-réponses, donc c'est très important parce que dans la conversation, on risque de ne pas les voir, puisqu'il y a pas mal d'échanges. Écoute, on va les faire à tour de rôle, Michael. Pas de problème, avec plaisir. Je veux bien commencer par la première question, mais je te laisserai prendre la suivante. Donc, ça a été abordé assez brièvement, l'histoire de la RGPD, mais certaines personnes s'interrogent combien de temps et où sont enregistrées les images vidéo qui sont prises par le système informatique. Alors, par défaut, on n'enregistre aucune image. Donc, la configuration de la plateforme par défaut, c'est aucun enregistrement d'image, notamment pour respecter les problématiques RGPD, tout ce qui va être identification de personnes. Après, si jamais on vient à stocker une image, il faut que l'entreprise soit en accord avec le stockage des images, que les salariés soient au courant qu'ils soient filmés, que les salariés soient au courant de l'usage qui est fait de la vidéo. Et si jamais les images sont stockées, il y a un délai de stockage qui est limité en fonction des normes des réglementations de la CNIL, et elles seront stockées sur des serveurs uniquement en Union européenne, donc pour respecter vraiment l'équité globale dans le stockage des données. Et comme je mettais dans la vidéo, si jamais on vient à stocker les images, on met en place diverses sécurités qui permettent d'utiliser ce système à des fins autres que de la prévention des risques. Je viens justement compléter l'information en parlant de prévention des risques. Ça suppose un accord du CSE. Voilà, juste ça, et je me remets en muet. Effectivement, donc ça suppose un accord du CSE et de soumettre
le système au CSE pour valider avec eux l'utilisation qui en est faite. Mickaël, question ça suivante. Ouais, mais ça va. J'amende un peu. Enfin, je complète. C'est effectivement, ça va avec toute la réglementation liée à la vidéoprotection en général, hein, sur la partie information des salariés, etc. Sur le fait de mettre en place des systèmes qu'il y ait de l'intelligence derrière la caméra ou pas. Il faut qu'il y ait de toute façon ce préalable. Alors effectivement, j'enchaîne sur une autre question. Et notamment celle qui succédait juste après, qui était le paramétrage en fait. Comment plutôt on peut paramétrer le fait que il y ait le port de casque quelque part obligatoire ou le gilet obligatoire. Tu as répondu plus ou moins tout à l'heure, hein. Tu as répondu Florian, mais je t'invite à redonner quelques précisions puisque c'était une des questions. Ok, donc du coup derrière nous, on a une plateforme logicielle sur laquelle n'importe quel client peut se connecter et il peut choisir par secteur et par caméra. Il peut dire sur cette caméra-là, je sais que d'après mon plan de prévention, il y a souvent des risques de port de casque ou de port de gilet ou de collision entre un homme et une machine. Et donc du coup, il peut l'activer directement de façon très simple sur sa plateforme. Il peut aussi choisir la criticité. On a 4 niveaux de criticité qui vont du niveau mineur, modéré, important ou critique. Et les personnes qui sont notifiées en fonction de chaque niveau de criticité ne sont pas les mêmes. Et on peut définir que pour un risque critique, il faut directement avertir le directeur d'établissement, parce que c'est un risque qu'on considère comme réel et comme immédiat. Alors que pour un risque mineur, si c'est de détecter un casque dans une zone uniquement pour la sécurité ou pour la statistique, on peut le définir sur mineur afin d'éviter de déranger beaucoup de personnes dans l'organisation pour un risque qui n'en est pas réellement un. Donc, pour répondre à la configuration, on peut le faire vraiment rapidement et très simplement sur la plateforme en quelques clics. Très bien. Et techniquement, Florian, est-ce qu'il y a, alors c'est une question, je pense que la réponse va être une réponse de Normand, ça dépend. Mais concrètement, il faut combien de caméras pour que ça puisse être efficace, notamment dans un espace? Est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il en faut beaucoup? Alors effectivement, je vais te mettre faire une réponse de Normand du coup, parce que en fait, ça va dépendre de ce qu'on cherche à détecter. Si on cherche à détecter uniquement pour du statistique, une caméra dans un couloir, c'est suffisant. Si on cherche vraiment à couvrir un entrepôt complet, si on veut couvrir tout l'entrepôt, il faut autant de caméras que de champs de vision possibles, puisqu'il va falloir une caméra pour voir l'intégralité de l'entrepôt. Ça va dépendre de comment c'est organisé. S'il y a des étagères qui sont hyper hautes, il va falloir faire des caméras pour voir l'intégralité de l'entrepôt. Donc ça va vraiment dépendre de chaque configuration. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'installe pas les caméras. On n'est pas installateur de caméras, on est fournisseur de solutions logicielles. Donc généralement, on utilise des caméras déjà existantes dans les entrepôts, donc des caméras qui ont été installées par des installateurs certifiés vidéosurveillance, notamment les caméras qui sont utilisées pour tout ce qui va être cambriolage et risque d'intrusion. Donc généralement, c'est des caméras qui sont installées convenablement pour couvrir l'intégralité du bâtiment. Donc, généralement, on n'a pas besoin d'y retoucher et on s'intègre directement sur les systèmes existants. Bien, merci. Et alors, une précision, parce que par rapport à la question à laquelle tu as répondu tout à l'heure, Florian, sur le fait de ne pas stocker d'images, néanmoins, comment le responsable HSE peut récupérer les données? Parce qu'il ne va pas forcément être devant son écran à l'instant T. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un stockage, ne serait-ce que temporaire? Parce que les données, elles sont à traiter et reprises par la suite. Alors nous, on stocke de façon continue l'information. Donc l'information sur la plateforme, elle est stockée sous forme de dire dans telle zone, à telle heure, il y a eu un risque de niveau critique qui correspondait à un manque de casque ou à un manque de gilet. Donc ça, c'est stocké sur le long terme, donc autant de temps qu'il en aurait besoin. Il peut faire des recherches exactement sur ces filtres-là, il peut les exporter. Si après il veut vraiment l'image, il faut notamment avoir tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, passer au CSE, avoir les accords des employés, etc. Mais s'il veut l'information qu'il y a eu une situation à risque ou l'information statistique de la situation à risque, il peut l'avoir autant de temps qu'il en a envie directement sur sa plateforme, même après avoir reçu le SMS ou le mail qui l'avertit qu'il y a eu une situation à risque. Donc il y a quand même un stockage de l'information parce que sinon on apporte peu de valeur sur le pilotage. On stocke de l'information, par contre on stocke pas de la donnée personnelle. Dernière question. Ah je pensais. Écoute, non, vas-y, t'es parti, Christophe, fonce.
Non, en fait, c'était quasiment la dernière question parce qu'après, j'ai les habituelles questions sur les coûts et tout, donc j'invite les participants à se rapprocher plutôt de Florian sur ces aspects techniques et financiers puisque ce sera du cas par cas et c'est pas l'objet de ces présentations de faire du devis en ligne. En tout cas, moi, je tenais à remercier Florian pour sa présentation et des réponses qui permettent de mieux comprendre et de voir qu'on peut appréhender un système. Et ce que je trouve très intéressant, et si j'ai bien tout compris, c'est que c'est un système qui se transpose sur des caméras existantes et qu'il n'y a pas besoin d'investissement supplémentaire pour s'équiper. Exactement. Donc, pour répondre à cette question, pour donner une petite précision, on peut le prendre sur n'importe quelle caméra du marché, du moment qu'elle respecte quelques prérequis que nous on met en place. Donc, globalement, à partir d'une caméra à 50 € qu'on peut trouver sur le marché, on peut installer notre système dessus pour faire de la prévention des risques.